princesse, trahison et beaucoup de peu... histoire d'amour. Vous comprenez. Teppei termine sa pratique d'escrime pour déjeuner avec ses parents. En regardant les nouvelles, ils observent qu'un homme de 45 ans a été attaqué la veille à Shibuya, ce qui ne fait qu'ajouter un cas de plus à tous ceux qui se sont produits récemment. Cependant, cela ne dérange pas notre protagoniste car les victimes de ces attaques sont toujours des gens riches, donc il n'a pas à s'inquiéter. Ses parents, en revanche, sont préoccupés et ils lui demandent ce qu'il ferait dans ce cas. Mais notre protagoniste, insouciant, assure qu'il trouverait bien quelque chose. Ce même jour, il part à l'école en saluant ses parents, sans savoir que ce sera la dernière fois qu'il les verra. Après 2 mois à vivre l'absence de ses parents, donc je suppose qu'il vit seul, il décide d'aller rendre visite à Ishin-A, qui a finalement décidé de l'adopter. Pendant qu'il pense à cela, il observe une calèche avec une jeune fille, clairement millionnaire, poursuivie par un groupe de malfaiteurs. Et il se souvient de l'une des dernières paroles de son père, qui était de lui demander ce qu'il ferait dans une telle situation. Ne pouvant se contenir, il décide de faire quelque chose à ce sujet. Les criminels n'ont aucune compassion pour la jeune fille, Charlotte Iserling, qui craint pour sa vie, car elle reçoit des coups dans la calèche et des tirs derrière. Son majordome, Alfred, car quel autre nom pourrait avoir un majordome? Assure qu'il la protégera de tout, mais la vérité est que la situation est un peu compliquée. Alors Teppei apparaît et commence à se battre avec les malfrats, mais il semble que son entraînement n'ait pas été suffisant car il peut à peine les contenir. Lorsque les agresseurs commencent à gagner la bataille, le majordome Alfred met de côté son image de faible et saute dans la voiture des criminels pour se battre avec eux, démontrant qu'il a des compétences en combat. Cependant, en laissant la calèche sans cocher et après les coups des criminels, celle-ci commence à se briser et Charlotte est en grand danger. Alors qu'Alfred continue de se battre, notre héros décide de sauter pour l'aider, mais tous deux finissent par tomber d'une grande hauteur vers la forêt. Par conséquent, Alfred et les courageux les croient morts. Mais ils se trompent. Les arbres ont réussi à amortir la chute et tous deux tombent sains et saufs, avec à peine quelques égratignures. En se réveillant, ils se présentent et en entendant le nom de famille de Charlotte, notre garçon plaisante en disant qu'elle a un nom de princesse. Ce à quoi elle répond que oui, elle est une princesse. Plus tard, ils retournent tous deux à la calèche et trouvent la moto de notre héros, qui est en meilleur état que prévu. Ils y rencontrent également Alfred, qui était resté à attendre la princesse. Sarut part rapidement, non sans avoir d'abord donné un baiser sur la joue à notre garçon. Après avoir rougi, notre garçon se souvient qu'il doit se rendre chez Arima, Ishin, et s'y dirige rapidement à moto. Nous apprenons alors qu'Ishin est son grand-père maternel et qu'il n'est pas très content de son retard. Enfin, ils se voient en personne et discutent de ce qui s'est passé il y a 2 mois. Mais les gars, vous soupçonnez que la mort de ses parents ait été un accident et son grand-père confirme que ce n'était pas le cas. Alors notre héros jure de se venger, mais son grand-père lui dit que c'est un cercle vicieux de vengeance que ses parents n'auraient pas accepté. Sans lui laisser le temps de poursuivre le sujet ou de changer ses vêtements sales, Ishin emmène notre héros devant une grande assemblée lors d'une fête. Il le présente comme le successeur de la corporation Arima. En entendant cela, notre héros est surpris car il n'était pas au courant des plans de son grand-père. Ishin s'excuse pour la tenue de son petit-fils et assure que c'est parce qu'il était en train de sauver la princesse de la famille Iserling. Ce qui suscite une grande stupéfaction chez tous les invités. En privé, Teppei se plaint à son grand-père, car il n'était venu que pour qu'il l'aide à se venger, pas pour devenir son successeur. Alors Ishin lui explique que ceux qui ont tué ses parents l'ont fait parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec le fait que Kane, la fille d'Ishin et la mère de notre protagoniste, soit la successeur de la corporation. C'est pourquoi le plan consiste à ce que notre protagoniste se lie d'amitié avec tous ceux qui s'approchent de lui à la fête, car beaucoup d'entre eux ne feront que planter leur poignard dans le dos, et ainsi ils pourront découvrir qui complotera contre lui. De nouveau, à la fête, tout le monde entoure pathétiquement notre protagoniste en essayant d'attirer son attention. Puis, Vincent Van Ozen parvient à nous éloigner agréablement pour parler en tête-à-tête avec notre protagoniste. Plus tard, fatigué de la fête et des gens, notre garçon s'éloigne pour être seul lorsqu'il voit une fille s'entraîner à l'escrime à un niveau élevé. Alors, il s'approche pour la féliciter, mais la fille commence à l'attaquer et tous deux vont avoir un duel d'escrime, car notre protagoniste avait avec lui son épée en bois. Après avoir combattu un moment, Vincent et Ishin arrivent. Et alors, Lusprota découvre que la belle fille avec laquelle il se battait est Sylvia, la fille de Vincent et sa future fiancée. Après une journée pleine d'émotions, notre garçon est épuisé et s'endort sur la poitrine de la servante Yu. Ishin demande à Yu si elle a eu du mal à s'adapter lorsqu'elle l'a adopté de l'orphelinat, mais Yu assure que ce n'est pas le cas et qu'elle est reconnaissante. Cependant, Ishin se demande si elle ne trouve pas que l'environnement contrôlé est trop accablant, puis il parle de Sylvia et de la façon dont il a fait la même chose avec sa fille Kane. Il décide alors de ne pas mettre trop de pression sur notre garçon et assure qu'il le laissera prendre ses propres décisions tout en l'observant de loin. Puis la limousine arrive à l'endroit où notre protagoniste va vivre.
En se réveillant et en voyant un immense manoir, notre garçon n'en revient pas. Sans donner beaucoup d'explications, Ishin s'en va et notre protagoniste apprend alors qu'il vivra là avec Yu, sa servante personnelle, et des centaines d'autres servantes. Le garçon demande à ne pas être appelé maître car il ne se sent pas à l'aise avec cela, mais il est totalement ébloui en découvrant chaque recoin du manoir et de sa chambre. En se couchant dans son lit, il ne peut s'empêcher de repasser en revue tout ce qu'il a vécu ce jour-là. Surtout, il ne peut pas se sortir Charlotte et Sylvia de l'esprit. Il décide alors d'appeler Yu pour partager le thé et pouvoir discuter quelques instants. Notre garçon lui demande alors si les mariages arrangés sont normaux, étant donné qu'ils ne connaissent pas les sentiments de l'un ou de l'autre et qu'ils ne se connaissent même pas. Yu assure qu'Ishin a arrangé le mariage en pensant à eux deux. Et alors, il lui raconte que Sylvia est une aristocrate, du royaume de Felmish, en plus d'être une grande escrimeuse. Cependant, notre protagoniste se réfère à sa personnalité, et il commente alors que pendant qu'il se battait contre elle, il ressentait une profonde tristesse. Quand il demande s'il peut refuser le mariage, Yu assure que cela dépend de lui et de la manière d'utiliser les conditions dans un environnement renforcé. Le lendemain, Yu accompagne notre protagoniste à l'académie Shuhu, à laquelle il assistera dorénavant. En arrivant à l'incroyable et coûteuse académie, tous les étudiants se retournent pour le regarder car la famille Arima est très reconnue et la limousine dans laquelle il arrive porte leur nom de famille. Accablé par tant d'attention, notre garçon décide de s'enfuir sans être vu. Mais ensuite, il tombe sur une fille dans les couloirs. Après s'être heurté et avoir présenté ses excuses, il découvre qu'il s'agit de Ujin Seika, la présidente du club. Ou plutôt d'un club, n'est-ce pas? Je suppose que nous le saurons plus tard. Plus tard, en apprenant qu'il fait partie de la famille Arima, la présidente décide de lui montrer qu'il ne peut pas faire ce qu'il veut juste à cause de son nom de famille. Ensuite, il se rend avec Yu au bureau du directeur qui, ainsi que d'autres professeurs, l'accueillent avec une grande joie, car la famille Arima a fait un don important à l'Institut. Tout au long de la journée, tout le monde le regarde avec admiration, simplement parce qu'il fait partie de la famille Arima, ce qui met notre protagoniste très mal à l'aise. Ensuite, son camarade Nessu se présente à lui, ainsi que tous ses autres camarades qui veulent gagner son affection. À ce moment-là, Charlotte apparaît, elle s'approche de notre garçon pour le remercier de l'avoir sauvé, et lorsqu'elle veut l'embrasser, elle fait un geste très maladroit qui finit par laisser notre garçon sur elle, dans une position très étrange devant le reste de la classe. Juste à ce moment-là, Sylvia apparaît, et en les voyant dans cette position, elle se fâche et s'en va, affirmant qu'ils sont indécents. Plus tard, notre garçon dit à Charlotte que Sylvia est sa fiancée, et bien qu'elle soit attristée, la princesse décide de l'accompagner pour lui présenter des excuses. Ainsi, ils arrivent à la salle d'escrime, où notre garçon se rend compte immédiatement que Sylvia se sent seule, en combattant, car il n'y a aucun adversaire qui lui permette de montrer toute sa capacité. Charlotte dit à Sylvia que notre garçon veut l'affronter pour qu'elle ne se sente pas seule, ce que Sylvia prend mal et décide de l'affronter pour continuer le combat de la veille. À l'académie, la rumeur court que notre garçon et Sylvia vont s'affronter en duel, ce qui pousse de nombreux étudiants à se rendre à la salle de pratique pour les voir. En entendant cela, Yu appelle pour demander qu'on apporte l'épée de notre protagoniste. Dans la salle, Sylvia bat notre protagoniste en 2 secondes, mais affirme ensuite qu'il n'a pas de sens de se battre dans une activité qui est sa spécialité. Alors, ils décident tous les deux de se battre comme la veille, chacun avec son arme et sans règle d'escrime. Notre garçon reçoit l'épée juste à temps et le deuxième duel commence alors, avec les deux adversaires heureux de se confronter à quelqu'un de leur niveau. En le voyant réaliser ses mouvements en bataille, Sylvia se souvient que le dernier contre-attaque qu'il a montré la nuit précédente était une technique mortelle d'un seul coup. Ainsi, le duel se décidera en quelques secondes. Comme elle l'avait prédit, en un seul mouvement trop rapide pour comprendre ce qui s'est passé, ils se retrouvent face à face avec leur arme touchant le corps de l'adversaire. Sylvia assure que c'est un match nul. Mais notre garçon lui dit qu'elle en a été plus rapide, car si cela avait été une vraie épée, elle aurait déjà coupé son corps. Seika se fâche en voyant que notre garçon n'a pas été humilié et s'en va. Notre garçon dit à Sylvia que continuer à se battre est une bonne façon de se connaître à propos du mariage et tout ça. Et ensuite, il assure qu'il a le dernier mot pour décider d'accepter ou non le mariage, mais que pour le moment, il ne la rejettera pas pour que ce soit plus amusant. Plus tard, notre garçon demande à Yu de quoi parle le club social, car Charlotte et Sylvia lui ont toutes deux recommandé de s'y joindre. Yu explique que c'est une association formée par les personnes les plus prestigieuses de l'Académie. Quand notre garçon lui demande si elle veut se joindre, Yu affirme qu'elle n'a pas assez de prestige pour le faire et que si elle essayait, elle ne ferait que discréditer notre garçon, ce qui le met mal à l'aise. Le lendemain, notre garçon se dirige avec Charo et Sylvia pour rejoindre le club et là se trouve aussi Nessu qui l'accueille avec enthousiasme. Cependant, quelques secondes après être entré dans le bâtiment, Seika, qui se fâche parce que notre garçon est là, commence à l'insulter, disant qu'il profite de Charo et Sylvia. En même temps, elle parle de manière hostile à Sylvia, disant qu'elle ne fait que se prosterner devant le pouvoir Anima.
ce qui crée une situation hostile que Sylvia ne laissera pas passer. Seika soutient qu'elle ne fait cela que pour maintenir les règles et la tradition du club. Ensuite, elle dit à notre garçon que n'importe qui ne peut pas entrer dans le club, mais que les candidats doivent se soumettre à des exigences très strictes avant même de devenir membres officiels. Après lui avoir dit qu'il doit reconnaître et gagner sa place à l'académie avant d'entrer dans le club, Seika insulte le père de notre protagoniste en se moquant du fait qu'il ne travaillait que dans une boutique de nouilles. En pensant qu'au départ, Noshichiko n'avait pas vraiment envie de se battre pour le poste, en entendant cela, il se met en colère et décide de faire le nécessaire pour prouver sa position à l'académie. Seika assure que la semaine suivante, il y aura une fête au club et que s'il se comporte comme il se doit, il pourra faire partie du club. Alors, les jours suivants, Noshichiko s'entraîne et apprend les règles et les manières de la haute société, boire le thé sans faire de bruit, garder une bonne posture en marchant, avec des livres sur la tête, des choses de ce genre. Une des nuits, il discute avec Yu et dit qu'elle lui rappelle un peu sa mère par les tâches de soins et ces choses-là. Ensuite, Yu lui commande qu'Ishin a de grandes attentes envers notre protagoniste et qu'il espère qu'il mûrira bientôt pour occuper son poste. Seika observe comment notre garçon s'entraîne et ne comprend pas pourquoi il fait tant d'efforts et met tant de volonté pour cela. Puis, elle entend dans les couloirs que des garçons parlent de la façon dont Seika déteste la famille Arima et elle se rend compte qu'elle passe pour la méchante. Plus tard, Yu se rend compte que notre garçon a beaucoup de mal à apprendre les manières et l'étiquette de la haute société. Alors elle se souvient qu'elle a dû apprendre une grande partie de cette étiquette pour les techniques de son entraînement à l'épée. Elle peut donc essayer de l'entraîner en utilisant la base de cette étiquette qu'elle possède déjà. Le jour de la fête arrive et notre garçon se débrouille parfaitement dans les conversations, la danse et le banquet. Tellement que tous ceux qui l'entourent sont impressionnés. À la fin de la fête, Seika assure qu'il a incroyablement amélioré ses manières en peu de temps, donc en passant, elle déteste parce qu'elle ne peut pas perdre contre un Arima. Cependant, comme on ne va pas lui faciliter la tâche, elle lui dit que pour faire partie du club, il ne doit pas seulement savoir se comporter lors d'une fête, mais aussi organiser une fête. C'est pourquoi elle lui dit que dans 2 semaines, il devra organiser une fête lui-même pour le club et le résultat de la fête déterminera s'il fera partie du club ou non. Bien que, voyons, c'est ce qu'elle a dit la première fois, mais bon, malgré ses tentatives de distraire son esprit en peignant, mangeant, lisant, Seika s'énerve, car elle ne peut pas se sortir notre protagoniste de la tête. Pendant ce temps, notre garçon reçoit une incroyable moto réalisée spécifiquement pour lui dans le laboratoire de recherche automobile des industries Anima, car ce n'est pas un garçon qui voulait une moto, mais je ne permettais pas qu'il en ait une par risque de se blesser. Alors, pourquoi pas une moto incapable de tomber? Pour la tester, ce n'est pas un garçon qui la pousse sur le côté et effectivement, la moto ne tombe pas, ce qui lui génère une certaine sensation de déplaisir. Enfin, au club, Nesu discute avec ses amis de la fête qu'il doit organiser, car il n'est jamais allé à une fête aussi raffinée que celle qui se déroule au club, et il ne sait pas comment en organiser une. Pendant qu'ils discutent, les amis de Seika l'appellent cochon et se plaignent qu'il soit très détesté au club alors qu'il n'en fait pas encore partie. Ensuite, il lui mentionne que Seika est la fille unique de Houdini, qui est le président d'une grande corporation, en plus d'être la numéro 1 en tant que jeune designer et mannequin au sein de cette entreprise. Alors Seika apparaît et apprend qu'il a demandé à Nesu d'assister à la présentation du nouveau produit de la marque de Seika, Saint Rose, qui aura lieu le lendemain. Pas pour lui parler de son mannequinat, mais parce qu'il veut lui faire une interview et doit emmener un camarade de classe. Plus tard, notre protagoniste demande à Yu pourquoi Seika le considère comme un ennemi, ou plutôt toute la famille Arima. Mais comme elle ne peut pas lui donner de réponse, elle se contente de lui dire de parler avec Ishin. Ce soir-là, notre protagoniste discute avec son grand-père, et bien qu'il veuille insister sur sa relation avec Sylvia, TP assure qu'ils commencent à peine à se connaître et à se faire des amis. Il décide alors de passer rapidement au sujet qui l'intéresse. En lui posant des questions sur Seika, le grand-père ne réagit que par de l'inquiétude. Et ensuite, il remet une lettre à notre protagoniste qu'il doit donner à Seika. Le lendemain, Nesu apparaît en classe complètement enrhumé. Et bien qu'il souhaite de toutes ses forces aller à l'entretien, la maladie ne le lui permet pas. C'est pourquoi notre protagoniste décide d'assumer ce rôle car il n'y a pas le temps de chercher une autre personne. Quand Seika le voit à l'événement, elle s'énerve mais accepte que ce soit lui qui donne l'entretien. Après l'événement et sa démonstration sur le podium, Seika se réunit avec notre garçon pour donner l'entretien. Tout au long de cet entretien, ils se disputent discrètement pour que les intervieweurs ne s'en rendent pas compte. Alors, en les écoutant parler, TP comprend que le club, en plus d'organiser les événements scolaires, est quelque chose comme le porte-parole des étudiants. Vis-à-vis des enseignants, comme un conseil étudiant mais symbolique, car il n'a pas de pouvoir réel. Aussi, sa partie donne un beau discours sur la grande leader qu'est Eika, en tant que présidente du club. Plus tard, dans la scène, encore avec désespoir, TP explique à Seika qu'il sait pourquoi elle déteste tant la famille Arima. Ensuite, nous apprenons que l'agence de publicité, qui sait quoi,
propriété de la famille Houdini, pardon. C'était autrefois une agence affiliée au groupe Arima et ils étaient en charge d'organiser plusieurs événements. Pendant la période de développement rapide du Japon, Isshin a découvert sa famille et n'a fait que travailler continuellement. Son épouse se sentait seule car elle était mise de côté, ce qui a conduit à avoir Morio avec le grand-père de Seika. Ce qui a conduit Isshin à chasser sa femme de la maison et à retirer Juju de sa liste de sociétés affiliées. De plus, la marque de Seika a voulu vendre dans l'un des grands magasins du groupe Arima, mais cela a été refusé. Entendre cela met Seika en colère, qui affirme que c'est la faute du vieil homme car il a assuré qu'utiliser les affaires d'une fille vulgaire ternirait la réputation des magasins Arima. C'est une rancune injustifiée car pour Seika, tout est la faute du grand-père de notre protagoniste. Après tout, son dernier objectif est de montrer l'ignorance d'Isshin. Alors, notre protagoniste remet la lettre à Seika et explique que la nuit précédente, il a demandé à Isshin de le nommer directeur des magasins. Et dès qu'il a eu le poste, il a permis l'achat des produits de Seika. De plus, il assure qu'Isshin regrette ce qui s'est passé et bien qu'il veuille s'excuser auprès du grand-père de Seika, il ne peut pas. Car cela nuirait à la réputation de la compagnie Arima. C'est pourquoi le garçon Nesu propose qu'entre eux, ils oublient les rancunes du passé et s'entraident mutuellement. Seika le remercie pour tout ce qu'il a fait pour elle. Cependant, elle doit encore organiser la fête. Quelques jours plus tard, Nesu Prota se rend à l'académie lorsque Yu le félicite d'avoir résolu une tension historique entre sa famille et celle de Seika. À l'académie, Nesu harcèle presque Nesu Prota pour le remercier de l'avoir aidé avec l'entretien le jour où il est tombé malade. Et pour cela, il veut lui rendre l'appareil. Il lui demande alors ce qu'il fera pendant les vacances, ce à quoi notre garçon essaie de s'échapper, mais Yu assure qu'il n'a pas de plan. Malgré l'oppression qu'il ressent face à l'intensité de Nesu, notre garçon est heureux d'apprendre que sa façon de rendre l'appareil est de l'aider à organiser la fête pour pouvoir entrer dans le club social. Ils commencent alors à élaborer un plan en secret qui semble assez pervers, car il inclut des masques et des choses immorales. À ce moment-là, Charo demande à notre garçon de faire quelque chose ensemble pendant les vacances. Ensuite, il parle avec Sylvia, avec qui ils sont amis d'enfance, pour lui demander la permission de passer du temps avec notre protagoniste. Bien que Sylvia assure qu'elle ne doit pas demander la permission car ce n'est pas encore si sérieux, elle est attristée d'apprendre que Charlotte veut sortir avec lui. Et pire encore, elle lui demande de l'aider à cacher ce secret aux adultes. De leur côté, les amis de Seika insultent notre garçon et elle le défend, ce qui les laisse perplexes. Cette nuit-là, Vincent se rend compte qu'il y a quelque chose d'étrange avec Sylvia et notre protagoniste, car c'est la première nuit où elle ne parle pas de lui, bien qu'elle assure qu'ils ne sont que des amis qui pratiquent en l'escrime ensemble. Mais cette excuse, je la connais déjà. Enfin, nous apprenons que Sylvia n'a pas envie de s'engager avec notre protagoniste car, si c'était le cas, elle ne pourrait pas retourner dans l'Empire Felmish. Son père lui explique que l'Empire n'est pas en bonne condition et qu'il espère que tant elle que sa sœur atteindront le bonheur dans le pays pacifique où elles se trouvent actuellement. Parce que retourner n'est pas sûr. Attristée par la situation, Sylvia appelle Charlotte qui se prépare pour sa sortie avec notre protagoniste. Cependant, la première chose que Charlotte lui demande est si elle compte sur elle le lendemain pour cacher le secret et Sylvia décide raccrocher. Le jour du rendez-vous arrive et Charlotte décide de prendre un avion pour Osaka afin de passer la journée loin des gardes du corps et tranquille en profitant simplement du rendez-vous. Ils vont alors dans un parc d'attractions, à un zoo, puis se dirigent pour manger quelque chose. À ce moment-là, le protagoniste parle de la délicieuse nourriture que préparait sa mère. En voyant la surprise sur le visage de Charlotte, il lui dit que sa mère est décédée avec son père et c'est pourquoi il a fini dans la maison d'Isshin. Charlotte lui dit que tant qu'il est en vie, son père et sa mère vivent dans son cœur et ses souvenirs. Puis, en regardant le coucher de soleil, Charlotte change d'attitude et lui demande s'il va vraiment épouser Sylvia, ce à quoi notre protagoniste répond qu'il ne sait pas encore. Charlotte lui dit qu'elle et Sylvia étaient de très bonnes amies et qu'elle avait une attitude très différente de celle qu'elle a actuellement. Tout a changé lorsqu'elle a perdu sa mère à cause d'un accident et depuis ce jour, elle porte autour de son cou un pendentif avec la photo de celle-ci. Après une conversation profonde entre eux sur les privilèges et les secrets que chacun des millionnaires cache, notre protagoniste a une idée pour organiser enfin sa fête. Avant de se séparer, Charlotte enlace notre protagoniste par derrière et lui demande de ne jamais l'oublier, de la garder au plus profond de son cœur, ce qui laisse notre protagoniste très confus. Notre protagoniste décide de mettre en œuvre le plan de sa fête et en informe les principales personnes du club. Surpris par le plan, tous se joignent et se retrouvent à la gare, car selon le plan, tous passeront la nuit aux sources thermales, afin qu'ils puissent expérimenter comment les gens ordinaires passent leurs vacances. La seule raison pour cela est que ce sont des vacances, et une fête extraordinaire. Le club est surpris, et un peu effrayé à l'idée de devoir faire des activités de pauvres. Selon eux, car ils ne savent pas comment acheter un billet et n'aiment pas être entourés de tant de monde.
Cependant, ils adorent l'expérience de voyager en train. En arrivant à l'hôtel, Charlotte est fascinée car sa chambre est entièrement de style japonais et elle la trouve ainsi charmante. Pendant ce temps, Yu espère avoir une chambre pour elle seule, car en tant que servante, elle n'est pas autorisée à interagir avec les membres du club social. Cependant, notre protagoniste lui explique que justement l'idée de cette fête est de laisser de côté toutes ces règles et de passer un bon moment à rire et à célébrer avec les personnes que l'on aime. Pendant que les filles profitent de leur séjour et réfléchissent aux activités à réaliser, les zombies révèlent entre eux la véritable raison pour laquelle ils se trouvent là. Être des pervers. En plus d'éliminer les hiérarchies et de pouvoir goûter à la cuisine locale, la véritable raison de ce voyage est de pouvoir voir accidentellement les filles dans les sources chaudes et de faire passer cela pour une erreur. Les filles, qui se doutent de quelque chose, assurent que si quelqu'un essaie de les voir, elles le tueront. Déjà dans les sources chaudes, les garçons commencent à imaginer à quoi ressembleraient les sources chaudes féminines et, de manière totalement fantaisiste, imaginent des scènes, vous savez, osées. Ne pouvant plus supporter cela, l'un des garçons court vers les sources chaudes des filles, mais en à peine une seconde, il est frappé si fort que ses amis lui font des adieux qui ressemblent presque à des funérailles. Alors il décide que le prochain plan sera de les contourner, mais quand ils commencent à s'approcher de l'endroit, le brouillard ou la vapeur dans ce cas commence à leur obscurcir la vue. Un garçon qui n'a même pas de nom parce qu'il ne sert qu'à ce moment décide de se sacrifier pour que notre protagoniste et Nesu puissent continuer leur chemin. Après lui avoir fait leurs adieux, les deux continuent d'avancer. Mais quand notre protagoniste se retourne, il se rend compte que Nesu est également tombé dans un piège et qu'il était resté seul. Décidé à ce que la perte de ses amis ne soit pas vaine, il continue d'avancer dans la mission. Mais il marche accidentellement sur un autre piège qui le fait voler à des centaines de mètres en l'air et il finit par tomber dans les sources chaudes des filles. À partir de là, tous les garçons doivent supporter une sévère réprimande des filles qui ne peuvent pas croire qu'ils se comportent comme des enfants. Bien qu'elles veuillent les punir pour leurs actions, elles décident que le faire ne ferait qu'empirer les vacances et les pardonnent. Ils continuent donc avec les plans habituels et jouent au tennis de table, font du karaoké et ces choses que font les adolescents. Cette nuit-là, beaucoup remercient regarder la même pièce que d'autres personnes, car ils ne se souviennent pas de la dernière fois que cela s'est produit. Aika s'assure qu'ils laisseront entrer TP dans le club. En train de discuter, Sylvia, Charlotte, Yu et Seika. Ils se rendent compte que tout le monde aime notre protagoniste et qu'à un moment donné, il devra choisir l'une d'elles. Alors, elles font la promesse que, lorsque cela arrivera, aucune des autres ne se fâchera ou ne sera jalouse de la situation. Et elles l'appellent la promesse des eaux terrestres. De retour à l'académie, Charlotte et notre protagoniste discutent joyeusement, tandis que Sylvia les écoute en cachette. En se remémorant la promesse qu'elles ont faite dans les eaux thermales, elle s'attriste à l'idée que notre protagoniste puisse être avec une autre fille. Lorsque Sylvia s'en va, Alfred apparaît soudainement, furieux d'avoir perdu la trace de Charlotte pendant longtemps, et il sait que, dans ce cas, elle est toujours avec notre protagoniste. Alors, elle assure qu'elle est prête à se battre avec lui pour protéger Charlotte, mais la princesse le rassure en disant qu'il ne peut pas s'en prendre à lui, car c'est la personne qu'elle aime. En entendant cela, Alfred pense qu'il s'agit d'un malentendu, mais Charlotte insiste sur le fait qu'elle aime notre protagoniste. Cela ne fait qu'aggraver la colère d'Alfred, et ils commencent tous les deux à courir pour échapper au coup. Lorsqu'ils sont en sécurité et seuls, Charlotte dit qu'elle s'est tordu la cheville en courant, car elle porte des chaussures à talons. Alors, notre protagoniste la prend dans ses bras pour qu'elle n'ait pas à marcher. Quand ils sont à l'infirmerie, ils voient une grande quantité de pétales, de roses, tomber du ciel. Beaucoup de personnes s'approchent pour voir de quoi il s'agit. Alors, un jeune homme arrogant descend en parachute et Sylvia le reconnaît, comme Hartmann Besselheim, un homme d'affaires du pays de Harsering, le pays d'origine de Charlotte. En plus d'avoir des liens avec la noblesse et de reconnaître Charlotte, il a également des relations avec le groupe Arima. Alors, Hartmann déclare devant tout le monde qu'il est le fiancé de Charlotte, ce dont elle semble avoir honte. Après avoir mentionné qu'il restera quelques jours dans le pays, il s'en va et Sylvia semble furieuse que Charlotte ne lui ait pas parlé de son fiancé. Pour apaiser les tensions, notre protagoniste lui propose de l'emmener manger à l'endroit de son choix, en compensation pour lui avoir blessé la cheville lors de la fuite. Et Charlotte change d'attitude, devenant beaucoup plus joyeuse, et elle l'embrasse ce soir-là. Sylvia entend son père parler au téléphone de la possibilité que Felmich soit détruite. Le lendemain, Sylvia confronte Charlotte et lui dit qu'à la frontière entre le pays de Herzling et le pays de Felmich, des installations secrètes d'armes nucléaires sont en construction. Et elle demande si sa famille était au courant de cela. Charlotte assure qu'elle ne savait rien et pense que son père non plus. C'est pourquoi Sylvia commente que son père pense qu'il pourrait s'agir d'un troisième pays qui veut rompre la bonne relation entre Arcerlink et Felmich. Seika a tout entendu en cachette, mais elle est découverte et leur raconte alors quelque chose qu'elle a entendu de son grand-père. Tous les médias ont reçu un avertissement indiquant que quelque chose se passera à Arima Hills cette nuit-là.
Sans savoir cela, Charo reçoit un message pour rencontrer notre protagoniste à Arima Hills. Cette nuit-là, Ishin, Vicent et Hartman se réunissent pour discuter d'un projet en collaboration avec les 3 pays auxquels chacun appartient. Le nouveau complexe touristique à la frontière. Bien que tous soient au courant d'un 3e pays qui a collaboré en secret, ils croient que le complexe touristique est un leurre pour construire en dessous des armes nucléaires à la frontière. Car en le faisant, cela détruirait la bonne relation entre les 2 pays. Tout cela signifie que les fiançailles de la princesse Charlotte et de Hartman, qui est la personne en charge, font partie du plan. Et Shin assure que la première chose sera de laisser le pays de Felmish soupçonner. Faire croire à Felmish que Arthur renforce ses forces armées. Bien que ce soit sous-estimé Felmish. Comme la personne qui lui a donné l'opportunité de le faire était Hartman, il doit mener l'enquête. La première chose à assurer est la sécurité du personnel du groupe Arima, envoyé depuis le Japon, car il y a une possibilité qu'il soupçonne Arima. Vicent précise que si quelque chose de tout cela venait à se savoir, les citoyens de Harserling et de Felmish seraient très perturbés. Mais les entreprises de communication ont déjà divulgué des informations, donc ils doivent se dépêcher et être très prudents. Pendant que Charo attend la suite de Arima Hills, notre protagoniste reçoit un message inconnu qui dit « Héritier hypocrite ». Hypotrice. Ha ha ha. Ça recommence. Il dit « Héritier hypocrite des riches, m'étant débarrassé de tes parents, maintenant je vais te prendre les gens qui t'aiment ». Un groupe armé entre à Arima Hills et après avoir menacé tous les employés, il arrive dans la pièce où sont réunis les 3 grands entrepreneurs. Derrière eux apparaît Joséphine. Non, Joséphine, quoi qu'il en soit. Pendant que Hartman est perplexe, car il semble la reconnaître, et elle parvient à communiquer avec Yu, je ne sais pas comment, et lui dit qu'il a été pris en otage, mais que tout va bien. Yu commence alors à activer ses contacts pour le sauver, et il se rend compte qu'ils ont coupé toutes les intercommunications à l'intérieur d'Arima Hills. Pendant ce temps, Charlotte est prise en otage par les masqués qui lui disent qu'ils sont en mission. Et si elle ne résiste pas, ils ne lui feront pas de mal. Ensuite, il lui explique qu'il y a beaucoup de groupes qui ne sont pas satisfaits du groupe Arima et que tout ce mouvement est pour qu'ils perdent la confiance de l'extérieur. De plus, ils avouent qu'ils l'ont convoqué à cet endroit. La seule raison est qu'ils détestent les riches car la mauvaise redistribution de l'argent fait que d'autres vivent en enfer. Ils veulent mettre fin à cela. Ils veulent juste que les nouvelles sortent, mais Seika a réussi à activer ses contacts et à censurer les nouvelles des otages, ce qui met le plan en danger. Pendant ce temps, Yu pirate momentanément les caméras de sécurité d'Arima Hills et voit que les 3 dirigeants s'y trouvent, ce qui ne semble pas beaucoup préoccuper notre protagoniste. En voyant Charlotte, également impliquée, il décide d'aller au bâtiment. Mais ce qui est bien plus important, c'est un bon décolleté qu'un grand-père. Le Superte décide d'aller à Arima, monte sur sa moto et Sylvia le rejoint. Bien qu'ils doivent lutter quelques secondes avec d'autres motards qui les suivent, ils finissent par les battre et arrivent au bâtiment. Une fois sur place, ils affrontent les masqués, mais ceux-ci ont trop d'armes. Puis la police apparaît pour aider Arima et ils décident de leur confier cette partie. En même temps, Seika apparaît dans un hélicoptère pour annoncer qu'elle aidera à sauver Charlotte, tout en utilisant son groupe idole pour attirer l'attention des médias. Hartman confronte Joséphine. Il reçoit donc une balle qui lui ôte la vie. Le groupe de délinquants nommé Truth s'en va, mais laisse des bombes dans les coins du bâtiment, tandis que le reste essaie de sortir. Notre protagoniste cherche Charlotte pour la libérer, puis une panne de courant se produit dans tout le bâtiment. Yu, qui est la génie du hacking, parvient à voir les bombes et avertit les autres de ce qui se passe. Ils commencent alors à réfléchir à comment sauver les tourtereaux. Yu assure qu'il y a 5 bombes, donc inévitablement, le bâtiment s'effondrera. Pendant que notre protagoniste et Charlotte tentent de s'échapper, ils reçoivent une communication de Joséphine qui se moque d'eux pour être tombés dans le piège du rendez-vous. Quand notre protagoniste demande pourquoi ils font tout cela, Joséphine assure qu'ils veulent seulement les détrôner et les humilier parce qu'ils sont riches. Yu assure qu'il peut supprimer le virus pour reprendre le contrôle des communications. Mais cela implique de reformater tout le système, ce qui entraînerait la perte de toutes les données du groupe Arima. Et Shin assure que cela n'est pas important, car lui et tous ceux qui appartiennent au groupe, même les servantes, ont l'information dans leur cœur ou quelque chose comme ça. Pendant qu'ils procèdent au formatage, la police parvient à trouver quelques bombes et s'occupe de les désamorcer car elles sont à proximité. Une des bombes doit être désamorcée par quelqu'un d'autre et Sylvia et Seika décident de le faire. La dernière bombe doit être désamorcée par Nostroprota et Charlotte. Cependant, tout le chemin est bloqué par d'immenses volets métalliques que Nostroprota ne sait pas comment traverser. Après plusieurs tentatives infructueuses, Charlotte, qui n'était là qu'en tant que spectatrice, décide de chercher une moto qu'elle a trouvée par là. En à peine 2 secondes, elle parvient à briser le volet et à continuer son chemin. Et maintenant, en baissant l'intensité, Seika et Sylvia parlent de leurs sentiments pour notre protagoniste. Ishin et Vicent discutent de la façon d'annoncer à Charlotte et au Terre Roi la mort de Hartman. Et maintenant, en reprenant, Yu parvient à rétablir la connexion de tout le bâtiment alors qu'il ne reste que 10 minutes avant l'explosion.
Les policiers réussissent à désactiver les leurs. Sylvia et Seika parviennent à désactiver la leur 1 minute avant le moment crucial. Cependant, Charlotte et Tepe croisent l'homme qui avait pris Ren, Charlotte, et leur tirent dessus. Pas de chance. Vraiment. Notre protagoniste dit à Charlotte de se cacher derrière lui, tandis qu'il affronte l'homme. L'homme tire à nouveau, mais notre protagoniste se défend avec son épée en bois et parvient à l'assommer d'un coup de poing. Tous deux arrivent à la bombe 10 secondes avant qu'elle n'explose. Ne sachant que faire, notre protagoniste la lance dans le conduit à ordures du bâtiment qui, pour une raison quelconque, est fait d'un matériau capable de résister même aux tremblements de terre. Exploser là-bas ne cause aucun dommage, et le plus gros problème est terminé. Alors que tout le monde fête d'être sorti sain et sauf, Sylvia s'approche de Charlotte pour lui parler de la mort de Hartman dans sa tentative de sauver Ishin et Vincent. Charlotte assure qu'elle n'est jamais tombée amoureuse de lui mais qu'elle l'aimait, puis son chauffeur vient la chercher en limousine pour qu'elle rentre chez elle. Après le départ de Charlotte, Ishin, Vincent et Hugues rejoignent le reste du groupe. Ensuite, ils demandent où est la princesse, car Alfred viendrait la chercher dans quelques minutes. En apprenant que la limousine qui a emmené la princesse n'appartient pas à la famille, Charlotte, tout le monde panique. Dans la limousine, le chauffeur s'arrête pour que Joséphine monte et en retirant la casquette du chauffeur, nous réalisons que c'est Hartman qui a conspiré tout ce temps avec Joséphine. Avant que la princesse ne puisse faire quoi que ce soit, Joséphine l'endort en utilisant du chloroforme. Après avoir vu les caméras de sécurité, tout le monde se rend compte que le chauffeur était en réalité Hartman et que tout était une conspiration. Mais en ayant capturé la princesse d'un autre pays, cela est devenu un problème international. Ils ne peuvent pas agir à la légère. Pendant que les adultes décident quoi faire, les jeunes sont simplement remplis de colère. Merci. Mais surtout, Nostroprota, qui ne peut s'empêcher de parcourir les lieux où il a été avec elle. Se remémorer toutes les choses qu'ils ont faites ensemble, se sentant totalement inutile de ne pas pouvoir l'aider. Puis il se rend compte qu'il est tombé amoureux d'elle. Plus tard, Charo se réveille dans un train. Et en face d'elle se trouve Hartman, qui lui explique qu'il a tout planifié, et que son dernier objectif est de prendre la vie de Nostroprota pour qu'Ishin tombe dans le désespoir total. Ainsi, il sera trop facile de pouvoir l'humilier et ensuite lui enlever tout ce qu'il a. Charlotte demande pourquoi faire cela, mais Hartman décide de ne pas répondre. Ensuite, il s'en va. Charlotte profite du fait que les gardes qui la surveillent l'apprécient, et elle les convainc de lui enlever les liens des bras, parce qu'ils lui font soi-disant mal. Alors, notre protagoniste reçoit l'information que Charlotte se dirige vers Aetherling. Seika réprimande notre protagoniste pour avoir abandonné son intention de sauver Charlotte, puis elle l'embrasse sur les lèvres, confessant son amour. À ce moment-là, Sylvia apparaît, qui frappe notre protagoniste pour lâche. Et ensuite, elle lui explique qu'elle ira sauver Charlotte en lui commentant l'information sur la destination de la princesse. Les gardes amoureux avouent à Charlotte qu'ils se dirigent vers la Russie et Charlotte fait semblant d'être une princesse capricieuse pour qu'on l'emmène à une salle de bain pour se laver. Pendant qu'elle se baigne, Joséphine la maltraite, car elle est jalouse qu'elle soit la fiancée de Hartman, bien que Charlotte ne le veuille pas, puisque Joséphine est amoureuse du traître. Sylvia confronte son père, car elle ne veut pas qu'il la laisse aller à Aethering à cause du danger. Mais elle finit par le convaincre qu'ils y aillent tous les trois ensemble, en essayant de faire du mal. Une petite pour sauver Charlotte et ensuite retourner au Japon. Plus tard, nous apprendrons que l'information divulguée sur la fin du parcours a été filtrée par eux-mêmes, espérant que notre protagoniste apparaisse pour sauver Charlotte. Et son garçon se présente devant son grand-père. Et ce dernier, qui l'attendait, lui remet 1 million de yens. Ensuite, il lui fait un discours sur le fait qu'il ne doit pas se laisser vaincre par l'argent, ni laisser cela troubler son âme. Et il fait référence à quelqu'un qui s'est laissé corrompre par l'argent. Et il fait sûrement référence à Hartman, parce que c'est le méchant, mais dont il n'y a aucun indice. Enfin, en plus de l'argent, il lui remet une épée extrêmement affûtée du groupe Arima. Il lui souhaite bonne chance dans son voyage pour sauver Charlotte en assurant que de nombreuses personnes du groupe Arima dépendent de lui. Bien sûr, tout cela se fait sans pression. Pendant qu'il attend l'avion privé pour voyager, notre protagoniste est accompagné par Seika, qui craint pour la vie de son amoureux. Après l'avoir embrassée, elle lui demande s'il la sauverait si elle était kidnappée, et notre protagoniste assure qu'il le ferait, ce qui l'émeut, puis il part en mission. Pendant ce temps, Yu Yu, en mode hacker, contacte beaucoup de ceux qui ont aidé dans l'affaire. Arima Hills pour demander de l'aide dans cette mission. Hartman et Joséphine sont heureux car le poisson a mordu à l'hameçon. Plus tard, notre protagoniste et Yu arrivent à Felmish, où ils rencontrent Sylvia et sa famille, qui les accueillent avec une fête. Pendant que Yu discute avec le petit frère de Sylvia, elle et notre protagoniste discutent et décident de s'affronter à nouveau dans un duel comme la première fois qu'ils se sont rencontrés. Pendant qu'ils se battent, notre protagoniste veut avouer à Sylvia qu'il est amoureux de Charlotte, mais il peut être distrait par le duel. Alors, Sylvia lui dit de rompre les fiançailles, car elle ne veut pas sortir avec un homme qui a perdu 2 fois contre elle. Ensuite, elle le vint sur les lèvres. Après cette première et dernière rencontre romantique, Sylvia renonce à lui, car bien qu'elle ne lui ait rien dit, elle connaît les sentiments de notre protagoniste pour Charlotte. Alors, ils décident tous les deux qu'il est temps de sauver la princesse.
Lorsque le train passe par Felmich, Sylvia contacte le train, disant qu'il ne peut pas circuler sur le territoire, mais il l'ignore clairement. Ensuite, il voit une moto rouler à grande vitesse dans la rue parallèle au train. Tout le monde pense qu'il s'agit de notre protagoniste, même Charlotte. Quand il commence à attaquer le motard, il enlève son casque et nous pouvons voir qu'il s'agit d'Alfred. Charlotte est déçue, mais Alfred fait tout pour la sauver. Il affronte seul des dizaines d'hommes armés. L'un de ces hommes lance un missile qui détruit une partie d'un wagon du train par lequel notre protagoniste peut s'échapper. Comme il l'avait prévu, il arrête le train après avoir rendu le conducteur inconscient. Vu la situation du moment, Joséphine reprend Charlotte comme reine, qui était sortie de sa chambre, et l'amène sous la menace d'une arme devant notre protagoniste. Elle décide alors qu'elle va tirer sur eux deux. C'est bien, je déteste Charlotte. À ce moment-là, Hartman apparaît par derrière et tire à plusieurs reprises sur Joséphine, pour ne pas avoir suivi le plan. Ensuite, il leur raconte que la raison de tout cela est que, lorsqu'il était petit, il était un voleur de portefeuille. C'est de là qu'il a été découvert en train de vouloir le voler. Il l'a humilié devant tout le monde en le démasquant comme un voleur. Depuis ce jour, il a juré de se venger en ressentant le besoin de l'humilier et de l'éliminer pour toujours. Mais, franchement, c'est un peu exagéré pour mes goûts, c'est-à-dire parce qu'il était un voleur et qu'on l'a exposé comme tel, il veut humilier l'autre gars. Enfin, chacun avec ses raisons stupides. Continuons. Ils avaient tout planifié pour s'emparer du groupe Arima, jusqu'à ce que Nostroprota apparaisse comme héritier et ruine tout. Pendant qu'il raconte cela, il détache les wagons où se trouvent Alfred et Sylvia. Notre protagoniste commence à se battre avec Hartman, mais après un coup de feu, il tombe sur le côté du train et nous voyons son corps s'éloigner. Bien que la balle n'ait pas touché le corps de notre protagoniste, en raison de la chute du train, on le considère comme mort. Ensuite, Hartman explique son plan de manipuler l'opinion publique pour passer pour le héros et ensuite épouser Charlotte. Elle lui dit que personne ne le croira, puis elle fait un discours sur dire la vérité, faire confiance aux gens et ces choses que disent les personnes qui vivent dans une bulle éloignée de la réalité. Ensuite, elle lui demande de soigner les blessures de Joséphine, mais Hartman refuse et Charo décide de les soigner elle-même, car c'est quelque chose que ferait notre protagoniste. Alors, les gardes amoureux lui disent qu'ils la sauveront car ils ont étudié la médecine. Ensuite, ils lui racontent qu'ils n'ont pas terminé leurs études, car ils n'avaient pas d'argent et pour en obtenir, ils ont pris ce travail de garde pour Hartman. Plus tard, nous voyons comment Sylvia et Alfred ont réussi à attraper notre protagoniste en l'air avant que la chute ne puisse lui causer le moindre dommage. Alfred descend pour qu'il puisse aller plus vite. Et avec l'aide de Yu, ils parviennent à apprendre un raccourci pour atteindre le train avant la tombée de la nuit. Quand Hartman apprend que notre protagoniste est là, il reprend Charlotte en otage à nouveau. Alors, ils se retrouvent face à face. Les deux hommes, G. Notre protagoniste explique à Hartman que ce qu'Ishin voulait dire au moment du vol, c'était qu'il devait gravir les échelons et qu'il avait de grandes attentes pour lui. Son objectif n'a jamais été de l'humilier comme il le croit. Yu, à la place de Hartman, voudrait aussi lui tirer dessus. Si un enfant riche venait me dire ça. Ensuite, Teppei fait un discours sur comment tu peux choisir ton chemin et des choses comme ça. Hartman utilise la bombe pour détruire le train en espérant mourir avec notre protagoniste et Charlotte. Avant cela, Hartman avoue que c'est lui qui a tué ses parents. Quand le train est sur le point de s'écraser, notre propre Charlotte saute sur la moto avec Sylvia et Alfred. Le majordome lance Hartman au fond de la mer pour qu'il se sauve seul. Bien qu'on lui dise de redresser son chemin, finalement Hartman accompagne Joséphine à l'hôpital. Et après tout ce spectacle, au club, ils accueillent notre propre Charlotte avec une grande fête. Et ainsi se termine l'anime qui nous a procuré tant d'émotions. J'espère que dans les prochains épisodes, les réponses ne tarderont pas à arriver, bien que, en vérité, nous n'en ayons plus besoin. Donc, si cet anime t'a plu, fais-le moi savoir dans les commentaires. Pour ma part, je vous dis au revoir, à la prochaine. Comme toujours, en te rappelant que tu es toujours à temps de t'abonner à ma chaîne et de faire partie de cette merveilleuse communauté. À la prochaine. Charo.